très important dans l'histoire du XXe siècle. Mais au départ, René Goscinny, c'est un spectateur de cinéma. C'est quelqu'un qui tombe vraiment dans le cinéma, oui, comme Obélix est tombé dans la marmite de potions magiques, et qui, toute sa vie, va se servir du cinéma. C'est-à-dire qu'il va puiser dans le cinéma pour raconter des histoires, pour faire des allusions, pour faire des pastiches, pour faire de la parodie. Donc au début de l'exposition, vous l'avez vu, on raconte quel spectateur il était, quel jeune spectateur émerveillé il était devant le cinéma. Et puis petit à petit, sa carrière commence. Et c'est quelqu'un qui ne cesse de rendre hommage au cinéma, et par exemple avec Lucky Luke, en particulier au western. Et quand on est un grand admirateur comme moi des westerns classiques, de John Ford, d'Anthony Mann, de la figure de John Wayne, de la figure de Gary Cooper, le plus bel hommage qu'on puisse rendre à ce cinéma-là, ce cinéma classique des années 40, des années 50, des années 60, et la façon de le faire passer à des jeunes spectateurs, eh bien c'est René Goscinny qui l'a fait dans ses scénarios de bande dessinée. Donc c'est ça qu'on a voulu raconter, et puis aussi un homme dont le cinéma est vraiment l'horizon d'ambition. C'est-à-dire qu'il aurait pu franchement se contenter de ça. Il était le plus grand scénariste de bande dessinée de son temps. Il était le directeur de la publication, le rédacteur en chef de Pilote, qui était un journal dans la culture populaire extrêmement important à l'époque. Avec ses apparitions télévisuelles, il est devenu un personnage familier des Français qui le regardaient à la télévision. Eh bien, ça ne lui a pas suffi. Il a fallu aussi qu'avec Dargaud et avec son camarade Albert Uderzo, il aille quasiment inventer l'animation à la française en créant les studios Idéfix. C'est-à-dire que quand il crée les studios Idéfix au milieu des années 70, en France, en termes d'animation, ça peut sembler étrange aujourd'hui, parce que maintenant il y a plein d'animateurs en France et le monde entier nous les envie, mais à l'époque, il n'y a rien. Absolument rien, à part Paul Grimaud quelques années avant, qui a fini par faire faillite parce que l'animation ça coûte cher. Et donc la France est sous domination Walt Disney, sous domination américaine. On voit La Belle et le Clochard, on voit les 101 Dalmatiens et c'est très bien, mais il n'y a pas d'animation française, il n'y a pas d'animation en France, jusqu'à ce que Dargaud, Uderzo et surtout René Goscinny, qui était vraiment la mouche du coche, qui était des trois, celui qui voulait le plus, créer les studios Idéfix pour enfin réaliser son rêve d'enfant, c'est-à-dire tutoyer Walt Disney qu'il avait enchanté en tant que jeune spectateur. Voilà, pour vous brosser très vite, ce qu'on a voulu raconter dans cette exposition, c'est ça. C'est aussi un homme qui, par sa ténacité et par son génie, passe de l'autre côté du miroir et finit par devenir cinéaste lui-même après avoir été un spectateur émerveillé du cinéma, puis un formidable serviteur du cinéma, parce que René Goscinny, c'est aussi ça. Donc un grand merci à mes camarades commissaires d'exposition, Jean-Pierre Mercier, Aymar Duchâtenay, Jean-Pierre Mercier à qui je vais passer la parole, sans oublier Pierre Lambert qui nous a vraiment ouvert en grand sa collection, et puis ma chère Anne Goscinny. C'est vrai que cette exposition sur ton père, on l'a faite parce que nous sommes d'abord des lecteurs. Moi j'ai été enchanté et je suis enchanté encore à chaque fois que, comme vous, j'ouvre un album d'Astérix, et donc on lui devait bien ça. Voilà, nous les lecteurs de Goscinny, nous lui devions bien ça. Et c'est vrai qu'être à Cannes, être au palais des festivals, dans cette espèce de phare, comme le phare d'Alexandrie dans Astérix et Cléopâtre, qui amène le cinéma du monde entier, c'est ici que ça se passe, c'est ici que ça se montre d'abord avec le Festival de Cannes. C'est vrai que amener René Goscinny à Cannes, et dans le palais des festivals, ça nous fait particulièrement plaisir, c'est particulièrement émouvant, et j'espère que ton père aurait été content et fier de nous. Merci beaucoup. Voilà, Jean-Pierre Mercier, le commissaire général de l'exposition que nous pouvons faire. Frédéric, comme d'habitude, a tout dit. Moi, j'ai travaillé très longtemps à Angoulême, et un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un certain Frédéric Baudou, que je connaissais de nom, et qui m'a proposé de travailler sur une expo sur Goscinny. C'était il y a 5 ans. Et quand on dit Goscinny, moi je dis toujours oui.
Je trouve ça formidable. Alors, comme le disait Frédéric, moi j'ai quasiment appris à lire dans Astérix, donc comme on dit maintenant, ça fait partie de mon ADN. Et on a travaillé dans des conditions absolument formidables, c'est-à-dire qu'on a eu du temps. Il y avait les collections de la Cinémathèque, il y avait les collections de l'Institut Goscinny que Anne a créé et qui met à disposition des chercheurs et des amateurs toute la documentation. Donc on était vraiment aux meilleures sources. Et on a travaillé à faire cette exposition, qui est un de mes meilleurs souvenirs de commissaire d'exposition. J'ai pas mal de commissariats à mon actif et cette exposition était vraiment formidable à faire, avec l'aide, tu le disais aussi, de Pierre, qui est un enthousiaste du dessin animé, qui sait tout et qui, sur Goscinny, on savait particulièrement parce que jeune professionnel du dessin animé, son premier emploi, c'était au studio Idéfix. Donc lui a travaillé directement dans les studios et il en avait un souvenir extrêmement vif et très similaire aussi à Angoulême. Et je pense que là vous avez 100%, peut-être même un peu plus du propos qu'on voulait tenir quand on a commencé à réfléchir à cette exposition. Donc je vous souhaite d'y revenir et de bien en profiter. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Je vous demande de continuer d'applaudir. On va recevoir Anne Goscinny, la fille de René Goscinny. Moi, en général, quand je dois prendre la parole, j'écris un discours, j'écris des choses hyper carrées. Et là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu laisser parler l'émotion. Cannes, c'est la ville où j'ai été le plus heureuse avec mon père, puisqu'on avait un appartement à côté de la place de l'Étang qu'on a acheté en 72. Et c'est les seuls moments où il était un peu à moi et un peu moins à ses personnages. Et j'ai eu la mauvaise idée de naître en mai 68. Plein de raisons. Parce que je pense que si mon père s'est exprimé en case, il pensait en plan. Je pense que si mon père avait vécu une partie de vie qu'il aurait dû vivre, il aurait sans doute abandonné la bande dessinée pour le cinéma. Je pense que si sa mémoire est là, et elle est là, elle est très heureuse. Et je pense... Et j'ai mis au monde 2 enfants, un qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il pêche, et une qui est là, qui s'appelle Salomé, qui a une passion dans la vie, et cette passion c'est le cinéma. Et je pense que bon sang ne saurait mentir, vous entendrez parler d'elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous demande d'accueillir le maire de Cannes, M. David Guitton. Le ménage, c'est difficile de parler après vous trois, parce que tout y est, à la fois sur quelques-unes en ce moment. Le Cinéum, qui a été expérimenté, si je puis dire, pendant le Festival de Cannes, mais qui ouvre au public ce soir. C'est une journée extraordinaire parce que vous êtes là. Je veux vraiment saluer Frédéric Bonneau. C'est une grande joie de l'avoir avec nous. Nous étions il y a quelques semaines dans mon bureau pour marquer notre collaboration sur le futur musée international du Festival du cinéma et du festival. Et d'avoir une telle institution aussi puissante que la Cinémathèque de France pour faire rayonner l'art cinématographique, pour le transmettre avec de transmission, comme l'esprit de René Goscinny va s'exprimer dans le cinéma à travers sa petite fille aussi, à travers Salomé, donc on a compris qu'il y avait la transmission à lui. Et voilà, c'est obligé maintenant. Et donc voilà, d'avoir une telle institution qui arrive à transmettre ce qui constitue le patrimoine, et le patrimoine n'est toujours qu'une ancienne création, c'est absolument extraordinaire et très heureux. Et pour moi, je suis très très fier et très heureux qu'on ait noué ce partenariat avec la Cinémathèque française. C'était très important pour moi, pour toute l'équipe, pour notre Boissac, évidemment, je salue, et toutes les équipes de la ville et du Palais des Festivals et des Congrès qui font un travail incroyable tout le temps. Cannes Cinéma et Cannes Cinéphile pendant le festival, à travers Cannes Série, à travers le TV, le Minicom, à travers cette mise en événement, c'est-à-dire unité de lieu, unité de temps, unité d'action, ce qui caractérise le théâtre classique et les beaux événements, c'est la même chose. Les Grecs nous ont appris beaucoup de choses. Eh bien, va avoir, à travers ce futur musée international du cinéma, un écrin à la fois ludique, intellectuel, culturel, touristique, bref, pour que nous rayonnons toute l'année, que le cinéma français, européen, mondial,
son temple pendant 11 jours au Palais des Festivals et des Congrès et pendant 65 jours dans ce Guggenheim, ce beau bourg de cinéma que nous allons réussir à bâtir malgré tous les obstacles que nous allons affronter. Donc oui, je suis très très heureux, très fier. Toutes les expos que vous faites sont toutes marquées par leur qualité et par ce qui pour moi est essentiel et qu'on retrouve particulièrement aujourd'hui, c'est que c'est qualitatif et populaire. Voilà. Et il n'y a rien de pire que le médiocre et élitiste. Voilà. Moi j'aime le qualitatif et populaire et c'est ce qui permet d'avoir une vraie approche élitiste pour tous. Voilà. C'est pas un oxymore, c'est la zizanie, enfin bon. Je pouvais vraiment c'était de même que Maurice Leblanc, Arsène Lupin, puis un peu plus tard, mais pas tellement Frédéric Dard, puis Romain Gary. Voilà. C'est-à-dire cette approche très qualitative, très accessible. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que c'est une œuvre. C'est-à-dire que c'est quoi une œuvre? Une œuvre, c'est ce qui émancipe. Une œuvre, oui, c'est ça. C'est ce qui émancipe et c'est ce qui fédère. Hein, c'est-à-dire que c'est à la fois une élévation pour soi, quand on rencontre cette œuvre, et ça lie complètement, ça donne du sens et ça fait du lien. Tout ce dont on a besoin de s'élever, de qualité, dans cette époque nihiliste, qui est la phase qui succède à la déconstruction relativiste, qui fait tant de mal, et qu'on retrouve dans la woke culture, la cancel culture, etc. Donc une œuvre, ça élève, et une œuvre, ça fait de la... Enfin, je veux dire, on nous a appris nos ancêtres les Gaulois, ce qui est une abstraction, sauf que c'est devenu une réalité par la Troisième République, mais avant tout par Astérix ensuite. Hein. C'est-à-dire que, et je trouve prodigieux que ce soit René Goscinny, qui est de Pologne et d'Ukraine, hein, si je ne m'abuse, dans ses origines, je ne dis pas de bêtises, hein, qui a tout de suite montré la quintessence de la France, la quintessence de l'esprit français. Ce qui est incroyable chez Goscinny, comme chez de très rares auteurs, c'est cette intelligence française qu'il arrive à traduire en ayant vécu, en étant originaire d'Ukraine et de Pologne, en ayant vécu en Argentine, puis à New York. Quoi. Mais comme Romain Gary. Alors, Romain Gary, c'est pareil. Alors, maintenant, c'est devenu le titre d'un livre de Manuel Valls. Il a eu raison pour ce titre. Pas du goût de français de coule dans mes veines, c'est la France qui coule en moi. Et c'est ça aussi. Et c'est absolument incroyable. Et c'est une œuvre parce qu'elle résiste à son auteur. C'est-à-dire que l'œuvre de Goscinny va lui résister. C'est ça qui marque une œuvre, c'est qu'elle résiste au temps. Tous mes trucs, genre, je peux vous raconter plein d'autres choses comme ça. En tout cas, je suis très très heureux, je vous félicite. C'est une grande joie, c'est une grande émotion que de vous avoir. On a une œuvre en hommage à Goscinny de Combas, pas loin de la rue Reine Astrid, près de la place de l'Étang, où était votre appartement. Et on continuera d'honorer René Goscinny comme l'un des plus grands esprits français, entrepreneurs, qui prenaient des risques et qui, vous me le disiez tout à l'heure, avaient plutôt d'investir dans l'immobilier hors de son appartement de Cannes, investissait dans les plus grands studios d'Europe pour l'animation. Et il est vrai que s'il n'était pas parti de façon si prématurée, il serait peut-être devenu le Pixar ou le Disney français. Et j'imagine ce qu'il aurait pu produire avec les technologies numériques actuelles et par son humour absolument décapant. Merci à vous et bon été à tous dans la joie et la bonne humeur. Maintenant, on va aller voir une autre partie de l'exposition.